Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'actu. Toujours pas de gouvernement bruxellois à l'horizon malgré l'urgence budgétaire. Les partis autour de la table ne parviennent pas à se mettre d'accord. Une situation qui inquiète de plus en plus les partenaires sociaux et qui devient insoutenable pour le secteur non marchand. On en parle ce soir avec nos invités. Voilà des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Vincent Convence, bonsoir. Vous êtes secrétaire national non marchand pour la CNE. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir aussi Bruno Gérard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de Bruxeo, c'est la Confédération des entreprises à profit social bruxelloise. Merci d'être avec nous. Un mot sur la grève générale du jour, tout de même, pour commencer cette émission, Vincent Convence. Vous avez l'impression que dans le non marchand, le mouvement est suivi ? Avec plaisir, un mot sur la grève. Parce que oui, la grève a été bien suivie. Elle fait partie d'un processus de mobilisation qui a commencé le 7 novembre par une large manifestation du temps pour le non-marchand. On était à ce moment-là 35 000 dans les rues de Bruxelles. C'était un immense succès pour nous. Elle continue avec la formation du gouvernement Arizona. Et on voit que dans les secteurs aussi différents que les crèches, les maisons de repos particulièrement, mais aussi la culture, ce qui est tout à fait exceptionnel, la grève est très bien suivie. Il y a eu un rassemblement des travailleuses et travailleurs de la culture de 2000 personnes sur la place de la Monnaie. C'est tout à fait inédit, un jour de grève générale. Alors, comment les responsables d'entreprises du non-marchand accueillent-ils cette grève? Est-ce que vous la soutenez, cette grève? Alors, en tout cas, on comprend les préoccupations des organisations syndicales, mais nous, on privilégie, on va dire, d'autres outils que la grève. Donc pour l'instant, on continue à privilégier le dialogue social, donc au sein de la concertation sociale avec le gouvernement. On pense qu'il y a encore pas mal de choses à négocier avec eux. Et donc pour l'instant, on souhaite s'asseoir autour de la table avec l'ensemble des partenaires, donc aussi avec les organisations syndicales, pour essayer de trouver les meilleures solutions possibles pour améliorer, on va dire, les différents dispositifs. Oui. Alors les deux syndicats font grève, pas le syndicat libéral qui préfère la concertation sociale. Est-ce que c'est pas trop tôt, cette grève? Nous, notre conviction, c'est que la concertation sociale est plus équilibrée quand il y a eu des mobilisations préalables. Donc c'est pour aussi montrer les intérêts des travailleurs, leurs préoccupations principales. Donc pour nous, une grève sert aussi à renforcer notre position dans la concertation sociale. L'un n'exclut pas l'autre, mais nous renforce dans la concertation sociale à venir. On l'a vu lors des accords non marchands précédents où le gouvernement annonçait des millions d'euros pour le non marchand. Et en fait, les travailleurs se sont mobilisés pendant un an à peu près dans les rues. On a doublé le budget, donc on est persuadé qu'il faut aussi se mobiliser, faire des grèves, faire des manifestations pour obtenir plus de choses. Oui, mais on voit par exemple à certains endroits en Wallonie des entrées de zoning bloquées, des travailleurs qui ne parviennent pas à entrer dans leur entreprise. C'est pas toujours bien compris, ce signal-là. Non, alors on fait l'effort de l'expliquer. Donc l'intérêt de faire des blocages, c'est pas juste de faire des blocages pour faire des blocages, mais de faire aussi de l'éducation permanente, de réexpliquer les mesures du gouvernement Arizona, de réexpliquer en quoi elles sont une menace sur les conditions de travail, sur la pension, sur le travail de nuit, sur le travail du dimanche. Donc on explique, on fait aussi des piquets pour expliquer à la population et en général c'est plutôt bien reçu. Alors est-ce que ça inquiète le secteur, les mesures envisagées par le gouvernement Arizona? Donc ce qui est inquiétant en tout cas, c'est les répercussions que ça peut avoir sur Bruxelles et sur les Bruxelloises et les Bruxellois. Ça, c'est des choses qui nous inquiètent assez fortement. Donc ce qu'on observe, c'est qu'à travers l'accord d'Arizona, finalement, il y a une forme de transfert de charges du fédéral sur les entités fédérées. Si on prend l'exemple, par exemple, de la réduction, de la limitation des allocations de chômage à 2 ans maximum, on observe que ça va avoir une répercussion vraiment immense sur Bruxelles. Ça concerne plus ou moins 35 000 personnes. Donc 35 000 personnes, c'est vraiment un volume considérable. Et ce qu'on sait aussi, c'est que le marché de l'emploi bruxellois est assez spécifique. Le marché de l'emploi bruxellois, il est caractérisé par 2 choses. Donc d'un côté, on a des offres d'emploi qui nécessitent un niveau de qualification assez élevé. Et à côté de ça, on a des chercheurs d'emploi qui sont souvent peu qualifiés et qui ont, je crois que 50% ont plus de 5 ans de chômage. Et 35% ont au maximum un niveau de diplôme de secondaire inférieur. Et donc là, on voit qu'il y a une difficulté à matcher, évidemment, les offres d'emploi et les qualifications des chercheurs d'emploi. Et donc ça pose la question, évidemment, de la formation. Donc en tant qu'employeur, on a besoin d'avoir, évidemment, des talents, donc des personnes formées pour accéder au marché de l'emploi. On sait aussi que dans nos secteurs, il y a pas mal de pénuries, des pénuries de main-d'œuvre. Et donc c'est vraiment important de pouvoir solutionner cette question de la formation. Et par rapport au chômage, disons, la question de la formation, c'est aussi le fait de permettre à ces chercheurs d'emploi de suivre des formations
tout en bénéficiant de la continuité des allocations de chômage. Donc ça touche non seulement les formations vers des métiers en pénurie, mais aussi, vu le profil parfois peu qualifié, il faut pouvoir permettre aux gens de s'inscrire dans des parcours de formation. Et donc ça concerne également des formations préqualifiantes, des formations de base, et ainsi de suite, qui vont permettre de s'inscrire après dans des formations qui mènent directement à l'emploi. Oui, alors ce qui inquiète le secteur aussi, c'est l'absence de gouvernement bruxellois. Ça fait 9 mois, vous l'avez dit, il y a quelques jours devant le Parlement bruxellois, vous avez cité toute une série de problèmes liés à l'absence de gouvernement bruxellois, notamment au niveau budgétaire. Je vous propose, avant d'en parler, d'entendre quelques témoignages. On est subsidié depuis plus de 30 ans, mais on a des subsides qui sont facultatifs, mais donc qui sont devenus récurrents. Et là, aujourd'hui, on nous avait annoncé donc les 3 premiers, 3 douzièmes très rapidement, mais jusqu'à présent, on n'a encore rien reçu. Et donc, moi, au mois de mars, j'étais avec un gros problème de trésorerie, donc je ne savais pas payer mon personnel, c'est-à-dire 16 personnes. Et donc, vous avez dû faire appel aux banques ? Alors j'ai fait une demande de crédit. Alors c'est vrai que les problèmes de trésorerie, c'est pas inhabituel pour les associations. Et donc j'ai fait une demande de crédit. La difficulté ici, c'est qu'on avait très peu de choses à faire valoir pour obtenir ce crédit. Alors heureusement, je l'ai obtenu. Et donc là, j'ai une petite marge de manœuvre. Mais le problème continue pour la suite. Je vais prendre un exemple très simple, un exemple de santé publique. Aujourd'hui, on n'a pas la certitude d'avoir le financement pour le matériel de réduction des risques. Donc le matériel pour les personnes usagères de drogue qui permet de lutter efficacement contre le sida et le VIH. C'est-à-dire que demain, on pourrait ne plus avoir de seringues et de matériel propre à distribuer, ce qui va représenter une catastrophe au niveau épidémiologique. Donc ça, vraiment, il faut le savoir, quoi. Oui, vous en êtes là aujourd'hui, vraiment ? Oui, on en est là, on est en train de compter les sous, on est en train de se demander mais comment est-ce qu'on va faire pour absorber aussi tout ce flux de personnes en grande difficulté. Voilà donc le témoignage de la responsable de la SBL Convivence qui propose de l'aide au logement et le responsable de la SBL Dune. Voilà, on le voit, 2 exemples, il y en a beaucoup d'autres. Qu'est-ce que ça a donné cette réunion ? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu, d'avoir été compris ? Donc sur place, on a croisé pas mal de députés. Quasiment tous nous ont dit qu'ils nous comprenaient et qui continuent à travailler de manière active pour essayer de constituer un gouvernement. Mais force est de constater qu'après 9 mois, on n'a toujours pas de gouvernement. On a eu l'occasion, avec l'ensemble des partenaires sociaux bruxellois, donc au niveau interprofessionnel, tous ceux qui sont membres de BruPartners, de faire passer un message il y a un mois de ça, où on demandait vraiment aux politiques. Est-ce qu'il y a péril à la demeure pour vous aujourd'hui ? Vous avez l'impression où vous tirez une sonnette d'alarme, mais il n'y a pas encore de conséquences pour l'instant ? Non, il y a des conséquences. Clairement, on l'a entendu ici dans le reportage, il y a des conséquences claires. Donc le fait de ne pas avoir de gouvernement, ça veut dire qu'on n'a pas de budget. Et donc, on doit continuer à travailler pour l'instant en 12e provisoire. Donc, ça veut dire qu'on a une perspective budgétaire seulement à 3 mois. Donc, évidemment, ça amène énormément d'incertitudes, non seulement pour les travailleurs, mais aussi pour les bénéficiaires des services. Ces budgets aussi sont fragiles, ils ne sont pas indexés, il y a des questions de trésorerie, on l'a vu dans le reportage. Mais surtout, on ne peut mettre aucune nouvelle initiative en place. Et donc ça, bien entendu, ça touche l'ensemble des secteurs et c'est des gros problèmes pour le secteur de l'emploi. Vinciane Convence, est-ce que du côté syndical, on craint la casse sociale que ça pourrait entraîner ? Oui, on s'inquiète et on fait le lien avec les besoins de financement structurel dans nos secteurs qui ne sont pas toujours légion. Donc souvent, les ASBL doivent aller chercher des petits bouts de ficelle à gauche, à droite, dans des subventions facultatives et des projets ou des appels à projets divers et variés. Et donc ça veut dire que c'est un emploi qui n'est pas stable et ça inquiète beaucoup les travailleurs. Ça leur prend aussi beaucoup d'énergie d'aller chercher ces budgets ou ces subsides particuliers. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut investir dans ces secteurs parce que, contrairement à ce que certains disent au MR, par exemple, la démocratie, c'est tout ça. C'est les centres de planning familiaux, c'est la toxicologie, c'est les crèches, c'est les maisons de repos, c'est tout ce qui fait la société, qui fait aussi qu'on a tenu comme société pendant la période Covid. On fête les 5 ans de l'anniversaire du Covid. Et en fait, tous ces secteurs qu'on représente ici ont permis à la société de tenir debout pendant cette période. Et donc, on ne comprend pas que les politiques n'aient toujours pas compris qu'il fallait investir et investir structurellement dans ces secteurs. Oui, mais là, est-ce que vous pensez qu'il y a des associations, il y a déjà des C4 qui ont été donnés, des préavis qui ont été donnés ? Oui, effectivement. Vous vous attendez à ça ? On s'attend à ça et quand on s'attend à ça dans une organisation syndicale, on fait en tout cas tout pour que ça n'arrive pas. Donc, c'est quelque chose qu'on craint, mais je ne veux pas avoir l'air d'être fataliste. On espère
espère pouvoir donner d'autres solutions aux institutions sur le terrain, quoi. Oui, et des C4 à titre conservatoire ont déjà été donnés dans certaines associations aujourd'hui? Oui, c'est déjà arrivé. Donc ça reste exceptionnel et heureusement, mais c'est déjà arrivé. Il faut bien se rendre compte que pour l'instant, donc on a une perspective de 3 mois. Et donc, évidemment, c'est compliqué de fonctionner comme ça. Et quand les décisions sur les crédits provisoires ont été prises, ce n'est pas pour autant qu'il y a les montants qui sont liquidés directement. Donc, il y a aussi cette question de trésorerie, évidemment, qui se pose. On a aussi entendu parler, évidemment, de la réduction potentielle des subsides facultatifs au niveau régional, donc une diminution de 15%. Et donc là, on touche directement à des services qui sont essentiels. Contrairement à l'appellation subside facultatif, en fait, les subsides facultatifs, ce sont souvent des subsides essentiels qui permettent de répondre à des besoins structurels. Oui, mais vous dites aujourd'hui, il y a des associations qui vont devoir mettre la clé sous le paillasson ou pas? Ou on n'en est pas là aujourd'hui? On en est là si on continue de fonctionner en 12e provisoire. Donc là, ça fait déjà 2 tranches de 12e provisoire. Donc c'était un dispositif exceptionnel et anormal. On l'a déjà renouvelé une fois. Si on vit une année 2025 en 12e provisoire, oui, ça aura des conséquences graves pour toutes les structures qui sont financées à travers ces subsides facultatifs. Oui, et vous pensez quoi, vous, que c'est de l'irresponsabilité politique? Je ne suis pas à leur place, mais de toute évidence, oui. En tout cas, on ne tient pas compte de la réalité concrète des Bruxellois. La réalité n'est sans doute pas la même pour la grande majorité des Bruxellois et pour ces négociateurs politiques qui n'ont sans doute pas les mêmes besoins de terrain. Donc ça nous choque beaucoup. Mais au-delà de l'absence de gouvernement aujourd'hui, la question, c'est aussi quel projet le gouvernement suivant posera pour Bruxelles. Et donc, est-ce qu'il va investir dans ces secteurs et est-ce qu'il va investir à la hauteur des besoins? Oui, alors c'est quoi pour l'instant le sentiment qui domine? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est l'amertume? Est-ce que c'est l'inquiétude? Beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress et d'inquiétude pour l'instant et une grande inconnue sur qu'est-ce qui pourra arriver demain. Et je pense que c'est essentiel que les politiques doivent se rendre compte que nos secteurs sont non seulement des secteurs qui permettent de répondre aux besoins sociétaux, des besoins qui sont grandissants, mais c'est aussi des secteurs qui permettent de créer de l'emploi, direct et indirect, et qui permettent également de faire ce qu'on appelle la prévention budgétaire. Alors on sait bien que le contexte budgétaire est très compliqué à Bruxelles, mais en investissant dans le secteur non marchand, ça permet également d'éviter des coûts futurs supplémentaires en matière de santé, en matière de sécurité, de cohésion sociale et ainsi de suite. Et donc là, c'est vraiment essentiel que le gouvernement puisse visualiser ça, qu'investir dans le secteur, c'est un investissement qui est efficient. Oui. Alors pourquoi il n'y a pas des travailleurs qui descendent dans la rue? Pourquoi est-ce qu'on descend dans la rue pour dénoncer les mesures liées à l'Arizona? Et pourquoi les travailleurs ne descendent pas dans la rue aujourd'hui pour dire il nous faut un gouvernement? Mais les travailleurs descendent dans la rue aussi pour avoir des financements à la hauteur des besoins. Maintenant, et c'était l'objet de la manifestation du 7 novembre, c'est l'objet des diverses manifestations qui ont eu lieu depuis le 13 février, la grève d'aujourd'hui. Donc les travailleurs se mobilisent pour un faisceau d'inquiétudes qui existent tant à Bruxelles qu'au fédéral, sans toujours préciser aujourd'hui, je fais la manifestation uniquement contre l'Arizona. Je crois que ce n'est pas l'objet. L'idée, c'est il faut investir dans nos secteurs. Nos secteurs sont vitaux. Nous sommes inquiets pour nos usagers, nos patients, etc. Et on a besoin du soutien des politiques. Et donc les mobilisations, c'est ce message-là qu'elles portent, quel qu'en soit le niveau de pouvoir. Oui. Alors pour qu'on sorte des 12e provisoires, il y a des discussions qui sont en cours au niveau politique. On parle par exemple de l'élaboration d'un budget. Ce n'est pas encore une évidence, mais en tout cas, on y travaille. Écoutez ce que nous disait il y a quelques jours Christophe de Beukelard, c'est le négociateur pour les engagés. On ne peut plus passer d'une trajectoire budgétaire. Dans les prochaines semaines, on va devoir avoir une trajectoire budgétaire. On doit être ouvert à tout dans une période de crise et donc regardons comment les choses se passent. Mais ce qui est clair, c'est que en tout état de cause, le budget qui va devoir sortir de l'exercice, ce sera un budget très difficile. Et un budget difficile, c'est toujours plus facile de le défendre quand on est dans le cadre d'un gouvernement et qu'on peut aussi avoir des victoires politiques à côté uniquement du budget. Et donc, ça me semble difficile de défendre un budget uniquement sans gouvernement de plein exercice. Mais soyons créatifs à ce stade. Le plus important, c'est qu'on avance. Et donc, je ne veux pas fermer des portes si d'aventure, ça permettait de solutionner une crise. Voilà, on n'est pas encore à l'aube d'une solution de la crise, mais on parle d'un budget très difficile, il sera très difficile. Vous parlez de réduction qu'on vous a demandé de 15%. Ça signifie quoi pour votre secteur, ça 15% en moins ? 15% en moins, c'est vraiment important. Donc pour l'instant, l'annonce qui a été faite, ça touche les subsides facultatifs régionaux.
mais ces subsides-là, ça permet notamment de financer des actions en égalité des chances, en mobilité, en énergie, en environnement, aussi pour tout ce qui est lié à Safe Bruxelles notamment, donc tout ce qui est prévention et sécurité. Donc là, on parle de services de prévention en assuétude, d'accompagnement de femmes victimes de violences domestiques, de sensibilisation à la radicalisation des jeunes. Est-ce qu'on vous a demandé, c'est une économie linéaire pour tous les secteurs. Et pour vous, ça, c'est inacceptable ? Oui, donc on pense vraiment que c'est une fausse bonne idée. Donc si on fait du linéaire, ça veut dire qu'on se contente de voir une ligne budgétaire, mais qu'on ne réfléchit pas à l'impact, non seulement budgétaire, mais aussi l'impact sociétal de ces différents services qui sont financés à travers cette ligne budgétaire. Et donc ça nous semble important, non seulement de faire une évaluation des politiques publiques, à la fois des dépenses, mais aussi des recettes, il me semble que c'est important, et qu'on mette en parallèle à ça une évaluation des besoins de la population. Et que sur cette évaluation globale, on regarde finalement quels seront les grands impacts, à la fois sociétaux et budgétaires, des mesures qu'on pourrait envisager. Ouais, le syndicat parle avec les mêmes mots par rapport à ces réductions, ces économies linéaires qui seront demandées ? Probablement pas les mêmes mots, parce qu'on n'a pas la même culture de départ, mais en tout cas, on peut s'accorder sur ces inquiétudes-là et ces besoins-là, avec un point d'attention sur les conditions de travail aussi des travailleurs qui défendent ces services, qui défendent ces usagers et ces patients. Il faut que les gens puissent avoir accès à un équilibre vie professionnelle, vie privée qui soit tenable et des salaires attractifs, parce qu'il y a aussi un problème de pénurie dans ces secteurs, dans le secteur de la santé en particulier. Oui. Et mais là, vous attendez à une mobilisation finalement des travailleurs par rapport à ces économies qui vont être demandées ? Ah oui, certainement. On s'attend, parce que nous, ce qu'on veut, c'est que le gouvernement à venir investisse dans le secteur, qu'il prévoit un budget pour un accord non marchand qui permette d'avoir des conditions de travail tenables et des salaires attractifs. Si ce n'est pas le cas, bien entendu qu'il y aura des mobilisations à Bruxelles, comme il y en a déjà eu beaucoup. Ouais, et selon vous, est-ce que le secteur est prêt finalement à faire des économies ? Est-ce qu'il est prêt à faire son examen de conscience en disant, ben voilà, il y a peut-être des services qui font doublon ou autre chose ? Est-ce que cette réflexion-là, vous la menez également ? Donc, on est conscient de la situation budgétaire en région qui est vraiment problématique. Je souhaiterais également nuancer que les réalités en COCOM et en COCOF sont différentes aussi. Donc, les situations mais c'est budgétaires... peut-être compliqué à comprendre quand même meilleur, donc... pour les téléspectateurs. Oui, mais je pense que c'est quand même important d'entendre qu'il y a différentes entités fédérées au sein de Bruxelles avec des budgets différents, même s'il y a parfois des vases communicants, mais que la situation n'est pas au même niveau de dramatisation dans les différentes entités. Ça, c'est une chose. Mais on est conscient de ça, donc on est conscient qu'il y a des efforts qui vont devoir être faits. Mais comme je l'ai mentionné, nous, on souhaite qu'une évaluation soit faite de manière précise par rapport à ça. Et on rappelle qu'il y a des services d'intérêt général qui sont essentiels pour la population. Et une de nos lignes rouges, clairement, ce serait de diminuer l'accessibilité de la population à ces services essentiels pour eux. Oui, c'est ce que vous craignez, c'est ce qui risque d'arriver, parce que vous parlez d'un financement qu'il faudrait même refinancer le secteur. On en est loin aujourd'hui. On en est loin, mais bon, soyons réalistes, exigeons l'impossible. L'idée, c'est quand même de voir aussi où sont les besoins, et les besoins, ils sont là, donc on les exprime. Ça, c'est une chose, un point d'attention, parce qu'on peut être d'accord évidemment avec ce que disait Bruno Gérard, mais aussi, pour nous, c'est important que dans cette concertation sociale, dans cette écoute du secteur, on écoute les travailleurs et leurs représentants, parce que ce que nous revendiquons aussi, c'est que les travailleuses, à 80-90%, et les travailleurs du secteur sont les meilleurs experts du secteur. Et donc, on ne voudrait pas, quand il y aura un gouvernement, et le plus vite possible, que les politiques prennent des décisions précipitées, sans concerter les travailleurs et leurs représentants et tous les acteurs nécessaires. Alors, on parle d'une économie linéaire de 15%. Il y a certains qui estiment que ce ne sera pas assez. 15% d'économie, c'est le cas notamment de Thierry Geerts, l'administrateur délégué de Bessy. Écoutez-le, il était l'invité de Bonjour Bruxelles il y a quelques jours. Tout ce qui est fait maintenant, c'est mieux que rien, mais ça va amener nulle part parce qu'il faut aller beaucoup plus fort que ça. À 10% d'économie ne suffit pas pour résoudre le problème de la dette ni du déficit. Parce que 10%, c'est pas assez. On va perdre 2 milliards en 2025, ça veut dire plutôt 30% sur le budget. Oui. On va finir par fêter 1 an de non-gouvernement. Oui, au mois de juin. Et dans une situation budgétaire absolument catastrophique. Et donc, on trouve absolument absurde que les élus politiques ne prennent pas la responsabilité. Et après, on va devoir économiser de façon beaucoup plus importante. Et donc, on va commencer à toucher à l'économie bruxelloise. Et donc, Bruno Gérard, si on allait à une réduction de 30%, qu'est-ce que ça signifierait pour vous ?
Donc s'il y a une diminution de 30% au sein du secteur non marchand, ça signifie la fermeture de services non marchands, donc ça veut dire la perte d'emploi. Ça veut dire des bénéficiaires qui ont besoin de services, par exemple, dans soins de santé, le secteur du handicap, qui seraient fermés. Donc ça veut dire vraiment des conséquences sociétales dramatiques pour la population bruxelloise. Ouais, et quand vous entendez Thierry Guerre se dire ça ne suffira pas, cette économie de 10 ou 15%, vous avez envie de lui répondre quoi ? Donc je pense que pour l'ensemble de Bruxelles, en effet, il faut s'inscrire dans une perspective budgétaire soutenable. Ce que j'entends, en tout cas, c'est qu'il y a notamment les questions de la charge d'intérêt sur la dette, qui est un vrai problème. Je crois que c'est plus ou moins 330 millions d'euros par an. Et là, c'est un problème pour tout le monde, parce que finalement, c'est un budget qui est perdu, qui ne permet de financer aucune dépense. Et donc, oui, il faut trouver des solutions, notamment à ce genre de problématiques. Mais non, il ne faut pas faire, on va dire, une réduction linéaire sur l'ensemble des dépenses et des budgets. Ce qu'il faudrait faire, c'est justement prendre le temps de l'analyse. On sait qu'à Bruxelles, par exemple, il y a des coûts inhérents à la complexité institutionnelle. Quand est-ce que les politiques vont aussi se mettre autour de la table pour essayer d'imaginer des modes de fonctionnement plus simples, réduire la complexité administrative, par exemple, c'est aussi parfois réduire les budgets. Et donc je pense qu'il y a aussi des marges de manœuvre à faire à ce niveau-là. Oui, parce qu'on a l'impression que les économies, à un moment donné, il va falloir les faire. On ne voit pas comment le secteur non marchand va y échapper quand on entend les différentes prises de position aujourd'hui. Pour moi, cette question de la dette, cette question de l'économie, des économies à faire, c'est aussi un récit. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait tout à fait un problème de création de richesse dans la société en général, mais bien un problème de choix de quelle société on veut construire. Et donc ça, c'est la question qu'on pose, c'est quelle société on veut construire. Est-ce qu'on veut que les plus faibles, les plus fragiles, les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées soient protégées par le collectif? Oui. Et donc, on ne pense pas que c'est juste en mettant des logiques de marché sur les besoins de la population qu'on peut régler les choses. Et il nous semble qu'en termes de création de richesse, on peut aller en chercher ailleurs. Oui, alors vous pensez à un moment donné que dans votre secteur, il pourrait y avoir, vous dites on est prêt à une réflexion sur nos missions, par exemple une mutualisation de services, des regroupements de services. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable pour vous pour faire des économies ? Donc nous, en tout cas, on souhaite privilégier une approche qui soit efficace aussi et assez pragmatique. Donc on veut clairement pouvoir continuer à exercer nos métiers, donc que les services soient organisés et soient donnés vers les publics bénéficiaires, que les travailleurs bénéficient de conditions de travail attractives aussi, qu'on puisse continuer à attirer des gens. Ça, c'est essentiel. Et donc, on veut pouvoir fonctionner à ce niveau-là de manière efficace. Et dans cette efficacité, on pense que, oui, il y a des possibilités d'avoir des services qui soient mutualisés entre différentes structures. On sait que une des difficultés, c'est que souvent, dans les financements, en fait, il n'y a pas de financement prévu pour ce qu'on appelle les fonctions support. Donc, par exemple, des fonctions administratives ou d'informatique. Ces fonctions-là, souvent, sont financées par d'autres types de financements. Et donc, on pense qu'on pourrait développer des services mutualisés, par exemple, entre plusieurs ASBL qui réaliseraient finalement des économies d'échelle pour permettre de mettre en place de telles fonctions. Oui, ça, vous en pensez quoi Pour nous, l'enjeu principal, je vais me répéter, pardon, mais c'est de répondre aux besoins de la population. Et donc, est-ce qu'on a besoin d'enseignants? Est-ce qu'on a besoin de crèches? Est-ce qu'on a besoin de services d'accompagnement pour les chômeurs, longue durée, de formation? Est-ce qu'on a besoin... et donc, c'est là que ce sont les besoins prioritaires, pardon. Oui. Voilà. Alors, après, on a vu il y a quelques jours donc, une manifestation du secteur, un rassemblement, du secteur. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui aux responsables politiques qui se retrouvent encore pour discuter d'un budget? Qu'est-ce que vous attendez maintenant urgemment? C'est un gouvernement, quoi qu'il arrive? Nous, on attend un gouvernement, bien sûr, parce qu'on veut pouvoir discuter, on veut pouvoir avancer sur des négociations pour un accord non marchand, pour réinvestir massivement dans les secteurs, comme je l'ai dit. Maintenant, du coup, se pose la question de quel gouvernement, du projet qu'il va proposer, parce qu'on a déjà un petit aperçu en région wallonne qui n'est pas forcément rassurant, où, par exemple, le secteur de l'insertion est réorganisé sans qu'on soit invité à la table des négociations pour en discuter et voir comment ça peut se faire au mieux pour répondre aux besoins de la population et aux
aux connaissances des travailleurs, et pour utiliser au mieux les connaissances des travailleurs. Et donc, voilà, ça dépend quel gouvernement, et on espère bien être invité très vite à la table du futur gouvernement pour partager l'expertise des travailleuses et travailleurs de terrain. Oui, en 10 secondes, Bruno Gérard, la mobilisation, elle continue de votre côté? Donc elle continue, oui, on est très attentifs. On espère qu'au 10e mois, on aura enfin un gouvernement pour avoir un vrai projet de société et qu'on puisse mettre en place ensemble des perspectives d'avenir pour la région bruxelloise. Merci en tout cas d'avoir échangé sur ce plateau. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir, mais je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Très bonne soirée à tous.